Un pistolero légendaire, au cœur plus froid que le blizzard qui le fouettait, trouva une femme abandonnée, enceinte et au bord de la mort. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la sauver n'était que le début d'un voyage qui déterrerait de dangereux secrets, l'obligeant à affronter un passé implacable et un futur qu'il n'avait jamais osé rêver. Préparez-vous à une histoire de rédemption, d'amour et de survie qui vous captivera du début à la fin. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre « j'aime » et dites de quelle ville vous suivez cette saga passionnante. Serait-ce le hurlement du vent, une prière désespérée, ou le prélude à une autre âme perdue pour l'immensité blanche et cruelle? La neige tombait avec une fureur silencieuse, un manteau implacable qui couvrait la terre à perte de vue, transformant le paysage en une toile monochrome de désolation et de froid. Le cheval, un robuste animal aux poils sombres, soufflait des nuages de vapeur à chaque pas hésitant, les pattes s'enfonçant dans la neige accumulée. Sur sa selle, le cavalier solitaire scrutait l'horizon avec des yeux qui avaient déjà vu plus d'hiver qu'il n'aurait voulu l'admettre. Son nom était une relique oubliée, engloutie par les légendes murmurées près des feux de camp lointains et par la poussière des routes qu'il parcourait sans cesse. Pour le monde, si tant est que le monde s'en souciait encore, il n'était qu'une ombre, un fantôme armé chevauchant les confins oubliés. Ce fut alors, quand le soleil menaçait de se rendre à l'après-midi glacial, que ses yeux entraînés, habitués à distinguer le moindre mouvement dans la vastitude, se fixèrent sur un point sombre et immobile, près d'un affleurement rocheux qui se dressait comme une dent carriée dans la gencive blanche de la plaine. La neige tourbillonnait autour de la forme, l'engloutissant presque. La curiosité était un luxe qu'il se permettait rarement, car elle s'accompagnait généralement de problèmes. Mais quelque chose dans l'immobilité de cette figure le poussa à dévier sa route. En s'approchant, la forme prit des contours humains. C'était une femme, jeune, peut-être pas plus de 20 printemps, si tant est que la vie lui en ait déjà permis de connaître. Son ventre était saillant sous ses vêtements fins et déchirés, dénonçant une grossesse avancée. Elle était recroquevillée, presque fondue à la roche gelée, les lèvres d'un bleu cadavérique murmurant des mots inintelligibles, peut-être des prières à des dieux qui l'avaient abandonné depuis longtemps, ou simplement le délire affamé du froid. Le cavalier démonta, le grincement du cuir de la selle brisant le silence oppressant. Son visage, une tapisserie de lignes profondes sculptées par le soleil inclément du désert et les vents coupants des montagnes, était une carte de route non choisie et de pertes qui le hantaient comme des spectres persistants. Ses yeux, habituellement froids et pénétrants comme l'acier de son revolver Colt, se posèrent sur elle, et pendant un instant fugace, une étincelle de quelque chose qu'il jugeait éteint depuis des années, compassion peut-être, ou juste la reconnaissance brute du désespoir d'autrui, brilla dans ses profondeurs grises. Il avait déjà vu la mort de près maintes fois, sous bien des formes, mais il y avait quelque chose dans la vision de cette jeune femme, si près de succomber avec une vie encore à éclore en elle, qui toucha une corde oubliée dans son âme endurcie. Avec la réticence de celui qui craint plus l'espoir que le danger, il s'agenouilla à ses côtés. Sa respiration était faible, un souffle presque imperceptible. Il ôta son lourd manteau de peau de mouton qui le protégeait, et avec une douceur qui surprendrait quiconque connaissait sa réputation, l'enveloppa, la souleva dans ses bras. Elle pesait presque rien, un faisceau d'os et de souffrance. L'installa sur son cheval, montant derrière elle et se dirigea vers le seul refuge qu'il connaissait dans cette région inhospitalière. C'était une cabane oubliée par le temps, nichée dans un petit canyon caché, une cicatrice dans la terre qui le protégeait autant des intempéries impitoyables que des regards curieux des hommes de loi ou d'autres, pire, qui pourraient croiser son chemin. L'air à l'intérieur sentait la fumée de pin résineux, le vieux cuir et une solitude si dense qu'elle pouvait presque être touchée. Alluma la cheminée avec l'habileté de celui qui accomplissait ce rituel quotidiennement, depuis d'innombrables saisons. Les flammes léchèrent bientôt le bois sec, crépitant joyeusement, un contraste saisissant avec le silence lourd qui s'était installé entre les deux occupants de la cabane. Les premiers jours, elle parlait à peine, ses grands yeux hantés fixés sur la danse hypnotique du feu, comme si elle y cherchait des réponses ou l'oubli. Lui, dans son mutisme habituel,
soignait ses blessures superficielles, nettoyait les coupures et éraflures avec de l'eau tiède et des herbes qu'il cueillait aux rares époques de dégel, et fournissait le peu qu'il avait, un bouillon léger de lapin, un morceau de pain rassis, de l'eau fraîche d'une source qu'il connaissait près de là. Il était un homme de peu de mots, dont la méfiance était une seconde peau, forgé dans des trahisons passées qui le hantaient comme des fantômes insistants lors de nuits blanches. Chaque geste de soin était une bataille contre son instinct d'isolement. Son conflit intérieur, la peur viscérale de se reconnecter, de s'attacher et, inévitablement, d'être à nouveau blessé, était une guerre silencieuse menée au plus profond de son être contre l'impulsion primitive de protéger cette vie fragile et l'autre, encore à venir, qu'elle portait. La plaine dehors était une mer de blanc immaculé sous un ciel vaste et sévère, où le vent sifflait entre les cactus gelés et les arbustes tordus comme des lamentations ancestrales. Les règles de l'ermitage étaient simples et brutales. La nature ne pardonnait pas les faux pas, et la faiblesse était une invitation directe à la mort. La hiérarchie sociale, les lois des hommes, tout cela était resté derrière, dans la ville la plus proche, un amoncellement de constructions en bois grinçant, avec son saloon poussiéreux où le whisky bon marché réchauffait plus les corps que la justice ne le ferait jamais, n'atteignait pas ce coin perdu. Mais ces ombres, celles-là, s'étendaient longues et menaçantes. Une nuit, le vent hurlait avec une férocité particulière, faisant trembler la petite cabane. Il raccommodait une pièce de son équipement d'équitation à la lumière vacillante d'une lampe à huile, tandis qu'elle sommeillait près de la cheminée, enveloppée dans la couverture la plus épaisse qu'il possédait. Une vieille couverture de laine qui portait l'odeur d'innombrables nuits à la belle étoile. Soudain, un craquement plus fort dehors la fit se réveiller en sursaut, les yeux écarquillés de terreur. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-elle, la voix rauque par le désusage et la peur. Il leva la tête, les sens en alerte. Probablement juste une branche qui casse sous le poids de la neige ou un animal nocturne, répondit-il, la voix grave et calme, essayant de transmettre une sécurité qu'il ne ressentait pas toujours lui-même. Mais elle restait tendue, le corps raidi. Il remarqua le tremblement dans ses mains. Sans dire un mot, il se leva, prit sa carabine appuyée contre le mur et ouvrit la porte d'une fente, scrutant l'obscurité enneigée. Le vent coupant envahit la cabane, apportant avec lui l'odeur glaciale de la nuit. Après quelques instants, il ferma la porte. Rien, juste le vent et la neige. Essayez de dormir. Elle acquiesça, mais la peur planait toujours dans ses yeux. Il hésita un moment, puis prit un petit banc en bois et le plaça plus près de la cheminée, s'asseyant là, le dos tourné vers elle, mais surveillant clairement la porte. Il ne dit rien, mais sa présence là, vigilante, était une promesse silencieuse de protection. Elle l'observa un moment, sa silhouette sombre contre l'éclat orangé du feu. Lentement, la peur dans sa poitrine commença à céder la place à une profonde fatigue. Le vent, sculpteur invisible du désespoir, taillait des lamentations sur les pentes gelées dehors, mais à l'intérieur de la cabane, un fil de sécurité commençait à se tisser. Les jours se transformèrent en semaines. La neige continuait de tomber par intermittence, mais il y avait des moments où le soleil parvenait à percer les nuages, peignant le paysage glacial de tons dorés et éphémères. La routine dans la cabane s'établit dans une cadence de silence partagé et de petites tâches. Il sortait pour chasser ou vérifier ses pièges, revenant toujours avec quelques provisions, aussi maigres soient-elles. Elle, à mesure qu'elle reprenait un peu de ses forces, aidait comme elle pouvait, maintenait le feu allumé, raccommodait ses vêtements avec aiguilles et fils qu'il avait trouvés dans une vieille boîte, ou offrait simplement une présence moins hantée. Peu à peu, avec la mélodie constante du feu et l'immensité blanche dehors comme témoin, elle commença à parler. D'abord, juste des mots isolés, des réponses monosyllabiques à ses questions pratiques. Puis, des phrases courtes, des fragments de son histoire. Son nom était Éléonore. Elle venait d'une petite communauté agricole à plusieurs jours de voyage de là, au sud. Elle fuyait un mariage arrangé avec un homme plus âgé, un riche et cruel marchand nommé Antoine Dubois, à qui son père l'avait promise pour régler des dettes de jeu. Dubois était connu pour sa brutalité et sa possessivité. Quand il découvrit qu'Éléonore portait l'enfant d'un autre homme,
un jeune ouvrier agricole dont elle était tombée amoureuse et qui avait été sommairement disparu par les sbires de Dubois, sa fureur devint implacable. Elle savait que sa vie et celle de son enfant à naître couraient un danger mortel. C'est pourquoi elle avait fui, avec guère plus que ses vêtements sur le dos, dans l'espoir d'atteindre un territoire lointain où Dubois ne pourrait la trouver. Mais l'hiver l'avait atteinte en premier. Il écoutait en silence, le visage impassible, mais ses yeux, ces miroirs d'une âme fatiguée, enregistraient chaque mot, chaque nuance de douleur dans sa voix. Il n'offrit pas de mots de consolation vide, ni de jugement. Il écouta simplement. Et, par une nuit particulièrement froide, quand le bois était rare et que le vent semblait se moquer de ses efforts pour maintenir la chaleur, il, se surprenant lui-même, parla un peu de lui. Pas de son nom, ni de son passé criminel. C'étaient des ombres qu'il préférait garder enterrées, mais d'une perte. Une ferme qui avait un jour été son foyer, incendiée par des hommes envieux. Une famille qui était partie avec les flammes. Les mots sortirent hésitants, rouillés par le désusage, mais furent un lien, un petit pont sur l'abîme de leur solitude. Éléonore ne posa pas de questions. Le regarda simplement avec une compréhension qui allait au-delà des mots, reconnaissant la douleur ancienne dans ses yeux. La méfiance de lui, cette forteresse ancienne et imposante, commençait à présenter de petites fissures, presque imperceptibles, sous le siège persistant de la vulnérabilité et de sa présence silencieusement curative. Un jour, tandis qu'il nettoyait son couteau de chasse, Éléonore l'observait sculpter distraitement un morceau de bois qui restait du bois de chauffage. Avec des mouvements lents et précis, le bois brut prenait forme sous la lame. Quand il eut terminé, il lui tendit un petit oiseau, grossièrement sculpté, mais avec une certaine grâce naïve. Pour quand il arrivera, murmura-t-il, le visage tourné, presque honteux du geste. Éléonore prit le petit objet en bois, ses doigts traçant les lignes douces. Un sourire fragile, le premier qu'il voyait sur ses lèvres, illumina son visage pâle. « C'est beau, » dit-elle, la voix étranglée. « Merci. » Elle le tint comme si c'était le plus précieux des trésors, le plaçant soigneusement dans une petite niche dans le mur de pierre près d'où elle dormait. Ce petit oiseau en bois devint un symbole tacite, une promesse d'avenir dans un présent si incertain. La tension, cependant, ne se dissipait jamais complètement. Le monde dehors était un prédateur patient. Un matin, en revenant d'une ronde plus longue, il trouva des empreintes dans la neige fraîche, pas très loin de l'entrée du canyon. Ce n'étaient pas celles d'animaux. C'étaient celles de chevaux ferrés et d'hommes. Quelqu'un était passé dangereusement près. Il ne dit rien à Éléonore pour ne pas l'alarmer. Mais ses yeux devinrent plus vigilants, sa posture plus tendue. Il se mit à dormir moins, la carabine toujours à portée de main. Les jours qui suivirent furent chargés d'une appréhension palpable. L'espoir, comme un bourgeon de printemps têtu, insistait pour fendre le sol endurci de son cœur, mais la peur que la paix fragile qu'ils avaient construite soit brisée était un compagnon constant. Alors, par un après-midi clair et froid, tandis qu'il coupait du bois dans une petite clairière au-dessus du canyon, d'où il avait une vue plus large des environs, il les vit. 3 cavaliers, silhouettes sombres contre le blanc éblouissant de la neige, se déplaçant lentement en direction du canyon. Ce n'étaient pas des voyageurs perdus. Ils se déplaçaient avec la détermination de celui qui suit une piste, les regards balayant le paysage. Leurs cœurs semblèrent sombrer dans leur poitrine. Ils étaient chassés. Et, à ce que tout indiquait, les chasseurs s'approchaient. Il laissa tomber la hache et courut vers la cabane, le visage un masque d'urgence sombre. « Nous avons de la compagnie », dit-il à Éléonore, la voix basse et grave. « Prenez juste l'essentiel, nous devons partir d'ici. Maintenant. » La peur revint dans ses yeux, mais cette fois, il y avait aussi une étincelle de détermination. Elle acquiesça, se déplaçant déjà pour prendre la petite baluchon qu'il l'avait aidé à préparer pour une urgence comme celle-là. Le petit oiseau en bois fut la première chose qu'elle rangea. La tranquillité précaire de la cabane se brisa comme du verre, brisée par l'imminence du danger. Les 3 cavaliers appartenaient à Antoine Dubois. C'étaient ses hommes de confiance, menés par un contremaître appelé Jean, un homme corpulent et au visage marqué,
connu pour sa cruauté et sa loyauté aveugle envers son patron. Dubois avait promis une récompense généreuse pour la capture d'Éléonore, vivante de préférence, mais il ne se soucierait pas beaucoup si elle revenait endommagée, pourvu que le bâtard qu'elle portait ne voie pas le jour. Le cavalier solitaire, qu'Éléonore connaissait maintenant juste comme lui, savait qu'il n'y avait pas le temps pour une longue fuite. Sa condition ne le permettrait pas. La seule chance était d'utiliser le terrain à son avantage, essayer de les semer ou, si nécessaire, de les affronter. Restez ici loin de la fenêtre et gardez la porte verrouillée de l'intérieur. N'ouvrez que si vous entendez ma voix, 3 coups courts et un long. Il instruisit Éléonore, lui tendant son petit pistolet, un Derringer à 2 canons. Vous savez comment utiliser ça? Elle acquiesça, pâle mais résolue. Visez le centre et appuyez sur la détente. 2 fois. Il prit sa carabine Winchester et une cartouchière supplémentaire. Ils ne vous emmèneront pas. Leurs yeux se rencontrèrent un instant, et en eux Éléonore vit une promesse froide et létale. Il sortit de la cabane, se déplaçant avec l'agilité silencieuse d'un prédateur, disparaissant entre les roches et les pins couverts de neige qui bordaient l'entrée du canyon. Jean et ses hommes entrèrent dans le canyon avec prudence, armes au poing. La fumée ténue qui sortait de la cheminée de la cabane était un signe sans équivoque. « Elle est là !» grogna Jean pour les 2 autres, un sourire désagréable se répandant sur son visage. « Dubois sera satisfait. » Ils s'approchèrent de la cabane, l'encerclant. « Éléonore !» cria Jean. « Nous savons que vous êtes là. Sortez les mains en l'air et personne ne sera blessé. Votre fiancé, Monsieur Dubois, s'ennuie beaucoup de vous. » Le silence fut la seule réponse. À l'intérieur de la cabane, Éléonore retenait sa respiration, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Ses mains tremblaient en tenant le petit pistolet. Soudain, un coup de feu résonna dans le canyon, venant d'en haut. Un des hommes de Jean cria et tomba de cheval, saisissant son épaule ensanglantée. « Embûche !» hurla Jean, se jetant de cheval et cherchant couverture derrière un rocher. L'autre sbire fit de même, tirant au hasard dans la direction d'où était venu le tir. La mort dansait un ballet frénétique autour de la petite cabane, ses pas marqués par la détonation des tirs et le sifflement des balles ricochant sur les pierres. Le cavalier solitaire se déplaçait comme un fantôme entre les ombres des arbres et des roches, tirant avec une précision calculée, forçant les hommes de Dubois à rester baissés, s'exposant le moins possible. Il ne voulait pas un bain de sang, juste les éloigner, gagner du temps. Mais Jean était persistant et avait des ordres clairs. L'échange de tirs s'éternisa, chaque tir résonnant comme une sentence dans l'air gelé. Le soleil commençait à descendre à l'horizon, teignant la neige de tons rosés et violets, une beauté macabre pour le scénario de violence. Dans un moment de calme tendu, pendant que les hommes rechargeaient leurs armes, une douleur aiguë et lancinante traversa le corps d'Éléonore. Elle haleta, portant les mains à son ventre. Les contractions. Le bébé arrivait. La panique menaça de la consumer, mais elle lutta contre elle, se souvenant des instructions du cavalier. Elle devait être forte. La fusillade reprit. Le cavalier réussit à blesser le second sbire, qui s'enfuit à cheval, laissant Jean seul, mais encore plus furieux et déterminé. Jean, réalisant qu'il était désavantagé dans une fusillade à distance contre un tireur habile, décida de risquer une approche furtive de la cabane, utilisant les ombres croissantes et les formations rocheuses comme couverture. Le cavalier, anticipant le mouvement, descendit de sa position élevée, circulant pour l'intercepter. Ils se rencontrèrent soudainement face à face près du côté de la cabane. Jean tira le premier, la balle sifflant près de la tête du cavalier, qui se jeta au sol, roulant et tirant de bas en haut. Son tir atteignit la jambe de Jean, qui hurla de douleur et de rage, mais réussit à tirer à nouveau. Cette fois, la balle trouva sa cible, déchirant le bras gauche du cavalier, juste en dessous de l'épaule. Une douleur atroce le parcourut, et la carabine tomba de sa main affaiblie. Jean avança en boitant, un sourire triomphant sur le visage. « Maintenant tu es à moi, salaud !» Il pointa le revolver vers la tête du cavalier tombé. À cet instant précis, la porte de la cabane s'ouvrit avec un grincement. Éléonore était là, pâle comme la neige, mais avec le Derringer fermement pointé sur Jean.
Ses yeux brillaient d'une fureur protectrice. « Écartez-vous de lui !» cria-t-elle, la voix étonnamment ferme. Jean hésita, surpris. Se tourna lentement pour lui faire face, un éclat de mépris dans les yeux. « Oh, oh, la petite salope a décidé de montrer les griffes. Lâche cette arme, gamine, avant de te faire mal. » Mais avant qu'il ne puisse réagir, Éléonore appuya sur la détente. Le petit projectile atteignit Jean en pleine poitrine. Il tituba en arrière, les yeux écarquillés de choc, et tomba lourdement dans la neige, le revolver glissant de sa main. Éléonore tira le second canon, par sécurité, mais il était déjà immobile. Le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par le gémissement de douleur du cavalier et la respiration haletante d'Éléonore. Elle courut à ses côtés. « Vous êtes blessé. »« Je vais bien », grogna-t-il, essayant de se lever, mais la perte de sang le rendait étourdi. « Le bras !» Éléonore déchira une bande de sa propre robe et commença à panser le saignement, les mains tremblantes, mais les mouvements efficaces. « Nous devons entrer. Il commence à faire sombre et froid. » Tandis qu'elle l'aidait à s'appuyer pour rentrer, une autre contraction la frappa, plus forte cette fois. Elle gémit, se pliant en deux. Il la regarda, l'inquiétude surpassant sa propre douleur. « Le bébé ?» demanda-t-il, la voix tendue. Elle acquiesça, des larmes de douleur et de peur coulant sur son visage. « Je crois que c'est l'heure. » Le danger dehors semblait avoir été neutralisé, mais un nouveau défi urgent se présentait à l'intérieur des fragiles murs de la cabane. La nuit tombait, et avec elle, la promesse d'une nouvelle vie luttant pour arriver au milieu du chaos et de l'incertitude. Il regarda le corps de Jean dehors, une tache sombre dans la neige qui se couvrait rapidement de nouveaux flocons. La tempête de balles avait cessé, mais la tempête de la vie ne faisait que commencer. Il savait, avec une certitude qui l'effrayait et en même temps le remplissait d'une détermination féroce, qu'il ferait n'importe quoi pour protéger Éléonore et l'enfant qui était sur le point de naître. La peur de la perdre, d'échouer à les protéger, était une braise vive dans sa poitrine, plus douloureuse que la blessure à son bras. La cabane, autrefois un refuge de silence et de solitude, se transforma en scène de douleur, d'anxiété et d'un espoir désespéré. Le cavalier, malgré la blessure lancinante à son bras, se déplaça avec une urgence fébrile, évoqua des souvenirs lointains, des fragments de connaissances sur les accouchements qu'il avait entendus de femmes plus âgées dans sa jeunesse, ou peut-être lus dans quelque almanach oublié, fit bouillir de l'eau dans la cheminée, trouva les linges les plus propres qu'ils avaient, et essaya de maintenir un calme qu'il ne ressentait pas. Éléonore était allongée près du feu, la sueur coulant sur son front, le visage tordu de douleur à chaque contraction qui la secouait. Entre un spasme et l'autre, elle le regardait avec un mélange de peur et de confiance qui le touchait profondément. Il tenait sa main à lui ensanglantée et sale, la sienne petite et tremblante. Et dans ce toucher, il y avait une communication qui transcendait tout mot. « Vous y arrivez, Éléonore, » disait-il, la voix rauque mais ferme. « Vous êtes forte. » Les heures s'étirèrent, chaque minute une éternité. Dehors, le vent hurlait comme un chœur d'esprits inquiets, et la neige continuait de tomber, les isolant encore plus du monde. Il lui nettoyait le visage avec un linge humide, murmurait des mots d'encouragement, et luttait contre sa propre épuisement et la douleur qui irradiait de son bras blessé. Dans un moment de particulière agonie, Éléonore cria, serrant sa main avec une force surprenante. « Je n'y arrive pas, je n'y arriverai pas. »« Regardez-moi, Éléonore, » dit-il, la voix chargée d'une intensité qui la fit focaliser ses yeux sur les siens. « Vous allez y arriver. Nous allons y arriver. Ensemble. » Et alors, quand il semblait que ses forces allaient s'évanouir complètement, quand l'aube froide commençait à éclairer timidement le ciel dehors, un cri éclata. Un cri aigu, fort, vibrant. Le son le plus beau et le plus terrifiant qu'il ait jamais entendu. Une fille, petite, ridée, couverte de sang et de vie. Il la prit avec une délicatesse maladroite, le cœur battant comme un tambour désorienté. La nettoya soigneusement avec un linge chauffé, l'enveloppa dans un autre, et la plaça dans les bras épuisés, mais radieux, d'Éléonore. Des larmes coulaient librement sur le visage d'Éléonore, mais maintenant c'étaient des larmes de soulagement, de joie, d'un amour écrasant.
Elle regarda l'enfant et ensuite lui, un regard qui contenait un univers de gratitude et d'affection. « Elle est parfaite », murmura Éléonore. Il acquiesça simplement, la gorge serrée par une émotion qu'il ne savait nommer. S'assit à leur côté, épuisé, mais avec une sensation de paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Peut-être jamais. Le premier cri de l'enfant fut l'hymne d'une nouvelle saison, balayant au loin les fantômes de l'hiver de leurs âmes. Le danger immédiat des poursuivants était passé, mais l'ombre de Dubois planait toujours à l'horizon. Il savait qu'il ne pourrait pas rester dans cette cabane pour toujours. Mais, pour l'instant, dans ce petit espace chauffé par le feu et par le miracle de la nouvelle vie, ils étaient en sécurité. Et ils étaient ensemble. Les jours qui suivirent, tandis qu'Éléonore reprenait des forces et que la petite apprenait à connaître le monde à travers les sons et les odeurs de la cabane, une nouvelle dynamique s'établit. Il s'occupait d'elles avec un dévouement silencieux, chassant, cuisinant, maintenant la vigile. Observait Éléonore avec le bébé, la tendresse dans ses gestes, la force dans son regard, et quelque chose dans sa poitrine se réchauffait, faisant fondre les dernières couches de glace qui enveloppèrent son cœur. Un après-midi, tandis qu'Éléonore allaitait la petite fille, elle le regarda et dit « Nous devons lui donner un nom ». Il resta silencieux un moment, puis dit, la voix basse, « Sophie. » Espérance. Éléonore sourit. « Sophie, c'est parfait. » Puis, elle le regarda avec douceur. « Et vous, vous avez un nom ?» Il détourna le regard, la vieille habitude de la réticence revenant. Mais alors, il trouva ses yeux à nouveau, et en eux vit non pas de la curiosité, mais une invitation. « Les gens m'appelaient de bien des manières, » dit-il lentement. « Mais il fut un temps où l'on m'appelait Jean. »« Jean, » répéta-t-elle, savourant le son. « J'aime Jean. » Et ainsi, l'homme dont le nom s'était perdu dans les brumes de sa propre légende, trouva un nouveau nom, un nouveau but, dans les yeux d'une femme qu'il avait sauvée de la neige et dans le cri d'un enfant qu'il avait aidé à mettre au monde. La neige dehors commença à fondre sous les rayons plus chauds d'un soleil printanier qui arrivait enfin. De petites taches de terre sombre apparaissaient, et le murmure de l'eau courante pouvait être entendu sous la glace qui se brisait. Le monde s'éveillait, et avec lui, la possibilité d'un nouveau départ. Il savait que le voyage ne serait pas facile. Dubois était toujours une menace, et le monde dehors continuait d'être un endroit dangereux. Mais maintenant, ils n'étaient plus seuls. Ils avaient l'un l'autre. Ils avaient Sophie. Jean regarda la petite famille qui s'était formée par hasard, au cœur de l'hiver le plus rigoureux. Le pistolero solitaire, le hors-la-loi marqué, avait trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais cru mériter. Un foyer, pas un lieu physique, mais un sentiment. La cabane, autrefois un refuge de solitude, s'était transformée en nid chauffé par la promesse d'un nouveau départ, par la flamme fragile mais persistante de l'amour et de l'espérance. Le futur était une route inconnue, couverte de neige fondue et d'incertitude. Mais pour la première fois depuis longtemps, Jean ne craignait pas de la parcourir. Car maintenant, il avait une raison de lutter, une raison de vivre, une raison d'aimer. Et cela, il le savait, valait plus que toutes les récompenses et toutes les légendes du vieux Ouest.